Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Elle est notre invitée aujourd'hui dans Midi Actu, Madame Fatou Diop. Elle est donc entrepreneur et manager de Kalinounou. Bienvenue à vous sur ce plateau de Midi Actu. Merci beaucoup Léna, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous également. Et nous démarrons tout de suite avec l'actualité, bien sûr, côté société, le leadership féminin au cœur d'une rencontre d'échange et de promotion de l'entrepreneuriat. L'initiative est du LT Sénégal qui s'est donné pour mission d'encadrer donc des jeunes dans la création d'entreprises, une manière pour eux, bien sûr, de participer au développement socio-économique du pays, suivant ce reportage. Les jeunes comprennent l'intérêt du leadership des femmes et des jeunes. Ils ont compris que l'avenir du monde est entre les mains des femmes et des jeunes. C'est une bonne occasion de valoriser toutes ces jeunes filles qui ont des projets d'une importance capitale, qui ont le savoir, donc les connaissances, qui ont le savoir-faire. Si on fait éclore cette manne d'une importance capitale, eh bien, nous avons croyance en ce que notre pays, le Sénégal, les pays africains et dans le monde entier, eh bien, le mieux-être sera enfin. Vous êtes des femmes et que vous devez porter le monde. Donc, leur dire que vous devez avoir conscience de vos valeurs intrinsèques et avoir confiance en vous et avoir la volonté de réussir vos missions. Parce que ce sont des missions divines. C'est Dieu qui le veut. Nous devons le faire. Alors, Fatou Diop, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes jeune entrepreneur et on se rend compte justement que le Sénégal valorise de plus en plus donc, le leadership féminin. Et on se rend compte aussi que de plus en plus, justement, ces entrepreneurs, ce sont des jeunes. Oui, effectivement. Mais Léna, il faut savoir une chose. Les femmes, partout dans le monde, ont toujours été entrepreneurs. Tout à fait. Donc, le simple fait d'être maman, je pense que c'est un travail très dur qui n'est pas rémunéré. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas le Sénégal qui a décidé de valoriser ces femmes, mais c'est ces femmes qui font un forcing en fait. Elles se sont levées, elles se sont dit que voilà, il est temps que les gens voient nos projets, parce qu'elles portent des projets très très intéressants, très très importants, pas pour elles-mêmes, mais pour la société sénégalaise. Tout à fait. Donc je pense que pendant un très long moment, les femmes ont été en arrière. Donc là, voilà, je pense que c'est le moment en fait qu'on se lève. Voilà, on se rebelle, on se lève et on montre à tout le monde qu'on a de beaux projets et que voilà. Donc, et si on porte un très bon projet, évidemment, l'attention est vers nous. Donc, c'est juste une procédure très naturelle, mais je pense que ce n'est pas le Sénégal qui décide de valoriser les femmes, mais c'est les femmes qui ont enfin décidé de se valoriser et de, voilà, Tout à fait. de se montrer. Tout à fait. Et donc, justement, en parlant de vous, parce que, bon, on peut aussi vous considérer dans ce leadership féminin, vous en faites partie. Oui. Quelles sont un peu vos activités? Donc, nous sommes dans le placement de personnel domestique, mais notre mission principale, c'est vraiment de formaliser ce secteur-là d'emploi domestique. D'accord. Oui. Donc je pense que ce sera l'occasion aujourd'hui dans Midi Actu d'approfondir un peu ce sujet parce que c'est un sujet aussi important. Je pense qu'il pourra aussi permettre de un peu lutter contre les disparités sociales. Effectivement, effectivement. Et c'est ça notre mission principale. D'accord. Nous passons, mesdames et messieurs, à la suite de Midi Actu. Discrimination au travail. Un système mondial vient d'être mis en place pour lutter contre ce fléau. L'égalité est prônée pour la valorisation de l'être humain dans toute sa dimension, suivant ce reportage. Cette conférence de Dakar se tient dans un contexte où le Sénégal est en phase avec les normes et conventions liées au respect des droits humains. Poser le débat Dakar, c'est inspirer un autre style d'appréhender les freins liés à une quelconque discrimination sur le travail. Il faut absolument
aller vers l'égalité. Et ce qu'on a qualifié à l'époque et qui continue à être plus que jamais, justement, d'actualité, c'est que la nouvelle citoyenneté exige que l'on scrute les sociétés africaines pour en extirper les entraves à l'épanouissement de l'individu. Les problématiques, elles sont globales. Faire la jonction entre ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe ailleurs dans le monde, pour dire ensemble que la seule chose qui nous intéresse, c'est l'être humain, quelle que soit son appartenance, et cet être humain, quelles qu'aient été ses origines, et quelle que soit sa position sociale, a droit à la dignité. Au-delà de cet élan de casser les quiproquos et équivoques sur le travail inhérent à un quelconque système, c'est tous ensemble qu'il sera possible de lever le pied sur l'ascendance, y compris le phénomène des castes, à quelques régions d'Afrique ou à quelques lieux que ce soit dans le monde. Donc voilà, nous venons de suivre ce reportage. Je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir quand même sensibiliser la population sur ce genre de phénomène. Mais il me semble que parfois aussi, il faut faire le suivi, voir si réellement ce genre de choses est en train d'être éradiqué. Et il me semble aussi que dans vos activités, vous essayez en tout cas de lutter contre cette sorte de discrimination qui veut que les personnes, en tout cas, qui ont des diplômes soient mieux valorisées dans le cadre du travail que celles qui n'en ont pas. Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire des conférences, d'en parler. Mais comme vous avez dit, il faut vraiment faire le suivi. Le travail se fait sur le terrain. Ce n'est pas dans les conférences qu'on peut régler les choses, mais sur le terrain. Donc, dans notre activité, nous valorisons les gens, tout simplement. Donc, peu importe le travail que tu fais, on pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, cette personne qui est femme, juge, avocate, médecin, n'a pas forcément plus de mérite que la femme de ménage, que la nounou, que la cuisinière, que la femme qui fait le nettoyage, etc. Donc, je pense qu'il est temps vraiment qu'au Sénégal et partout dans le monde, qu'on donne la valeur au métier, tout simplement, au travail, mais pas seulement, par exemple, la classe de la personne, comme on a dit dans le reportage. C'est tellement vrai ce que vous dites, parce que quand vous parlez de placement de personnes, je pense que vous vous adressez directement à ces personnes qu'on appelle les techniciennes de surface, donc qui sont là pour s'occuper des maisons quand les autres sont au travail. Elles sont donc aussi sur un lieu de travail. Effectivement. Et tout. Donc là, quelles sont concrètement les actions que vous menez pour leur permettre quand même d'avoir ce travail décent et surtout cette sécurité au travail? Vous savez, Léna, au Sénégal, avoir une femme de ménage n'est pas un luxe. Du coup, comme ce n'est pas un luxe, ce n'est pas valorisé. Donc nous, à notre niveau, on essaie de valoriser cela. Tous les employés qui travaillent dans notre société ont des contrats de travail, et qui dit contrat de travail parle de cotisation patronale. Elles sont respectées. Lorsqu'on place la personne chez un client, il y a un règlement intérieur que le client doit suivre. Donc il y a certains traitements qu'on n'accepte pas. Donc nos employés sont vraiment protégés. C'est des travailleurs comme n'importe quel travailleur de la banque, d'une chaîne de télé, etc. Et ça veut dire que donc ces personnes qui travaillent aussi ont droit à des congés, à une retraite aussi. Est-ce qu'il y a des cotisations qui se font? Effectivement, il y a les cotisations patronales. Donc à l'IPRES, elles bénéficient de 24 jours de congés annuels payés, les cotisations à la Caisse de sécurité sociale, etc. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'innovant au Sénégal. Oui. Il me semble en tout cas que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment entendu parler de ça, parce que ce sont des personnes qui travaillent, qui parfois ont des droits en tant qu'êtres humains qui ne sont pas forcément respectés. Oui. Donc, on parle de la retraite. Et je pense que même il y a des travailleurs hors de ce secteur-là qui n'ont pas toujours droit à cette retraite. Oui. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Donc nous voulons mener un combat, et ce combat s'appelle la retraite pour tous. Nous pensons que ce n'est pas seulement les employés du secteur formel qui doivent bénéficier de cette retraite-là, mais les employés aussi du secteur informel. Donc le mécanicien, le menuisier, le maçon, la femme de ménage, etc. Ces personnes, lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste absolument rien. Et ces personnes vont ensuite dépendre de leurs enfants qui n'ont pas vraiment suivi des études supérieures. Donc du coup, eux aussi se retrouvent dans le secteur informel. Eux aussi n'ont pas un salaire assez élevé. Donc ça ne change pas la pauvreté, en fait, ça n'aide pas. Donc les gens deviennent de plus en plus pauvres. Les gens travaillent que pour survivre. Les gens ne travaillent pas pour épargner. Et c'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. Donc nous, voilà, c'est un combat que nous voulons mener, parce que nous savons qu'au niveau de notre société, nous ne pouvons pas engager toutes ces personnes-là.
Donc vraiment, nous voulons un soutien de l'État, qu'ils puissent faire un geste pour ces gens-là qui travaillent dans le secteur informel. Souvent aussi, il y a ce côté donc, lié au manque de qualification. Donc, comment est-ce que vous faites pour pallier? Donc, tous les employés de notre société, avant le placement, passent par une formation. Donc, la formation, je tiens à souligner, est complètement gratuite. Donc, il y a plusieurs cours qu'on donne. Donc, le premier, c'est la conduite professionnelle. C'est très, très important parce qu'on se rend compte que ces employés qui travaillent dans ce secteur ne savent pas forcément qu'elles sont au travail parce qu'elles travaillent dans des domiciles. Donc, elles pensent qu'elles sont dans une famille alors que non. Vous devez vous comporter de la même manière qu'une personne qui est dans son bureau. Donc, on leur apprend comment parler, comment se comporter, comment répondre, comment même se tenir droit, comment réagir dans des situations de conflit, etc. Après ça, bon, par exemple, nous, les femmes de ménage, elles subissent des formations en cuisine, en repassage, nettoyage, rangement de la cuisine, dépoussiérage, organisation du travail, dressage de la table, service, comment faire le lit, etc. Vraiment, on leur donne toutes les compétences nécessaires pour pouvoir bien faire leur travail. Donc ici aussi, il me semble que côté humain, donc il y a quand même ce côté de développement personnel que vous mettez en avant. Bien sûr, bien sûr. On se rend compte en fait qu'elles ont plus confiance en elles à la fin de la formation. Parce que vous savez, lorsque vous maîtrisez votre sujet, on vous amène quelque part, vous êtes confiante. C'est valable dans tous les secteurs. Hein. Dans tous les secteurs. Et je pense que ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'une femme de ménage qui habite dans la banlieue, qui vient dans un quartier vraiment huppé, qui travaille là-bas, elle a un complexe d'infériorité. On peut lui donner un fer à repasser, elle ne saura pas comment l'utiliser. Il y aura des conséquences par la suite. Mais là, lorsqu'elles savent comment cuisiner, elles savent comment utiliser le matériel électroménager, etc., vraiment, ça leur donne une grande confiance en elles. Donc voilà, c'est vraiment un bon développement personnel. Tout à fait. Nous poursuivons toujours ce magazine, mesdames et messieurs. Alors, toujours dans le cadre de ce magazine, nous parlons de la journée mondiale contre l'esclavage des enfants qui est célébrée ce 16 avril. Le phénomène est toujours présent dans certains pays du monde. Des institutions comme l'UNICEF mènent justement des actions de sensibilisation suivant ce spot. Ici, nous nous trouvons sur la carrière de Belbak où les familles cassent la pierre à longueur de journée. Et comme vous pouvez le voir, les enfants sont mis à contribution et cassent les pierres. Il y a environ 90 familles qui travaillent sur le site où nous nous trouvons et cela représente un peu plus que 180 enfants. La casse des pierres constitue l'une des pires formes du travail des enfants, du fait de l'impact sur la santé de ces enfants et du fait que les enfants sont complètement retirés de l'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont mis à contribution directement par les familles et le travail des enfants contribue réellement à augmenter le revenu de la famille. UNICEF travaille en étroite collaboration avec les différentes autorités régionales et locales. UNICEF travaille aussi avec les ONG qui sont impliquées dans la protection de l'enfant pour trouver des mesures alternatives. Donc l'idée c'est de retirer les enfants de ces pires formes de travail, de les réintégrer en milieu scolaire, de pouvoir aussi accompagner la famille à travers des cash transferts ou alors des activités génératrices de revenus. L'idée, c'est vraiment leur montrer que l'enfant a des droits, que l'UNICEF et les partenaires gouvernementaux sont prêts à accompagner les familles, à s'assurer que les enfants aient accès à l'éducation.
Je pense que c'est ici quand même un reportage assez intéressant, puisque si on peut coller ça au sujet du jour, donc le travail domestique, on se rend compte qu'au Sénégal aussi, on parle beaucoup de la déscolarisation des enfants, notamment des filles, et on voit souvent que des filles des villages, donc des zones rurales, sont envoyées dans les grandes villes, les capitales, ici, nous nous trouvons pour justement sur la aider carrière de les Belbak, parents à quand les même familles subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est quand même un fléau qui existe chez nous. Ouais. Et il n'y a pas forcément un rôle de veille. Voilà. En fait, je pense que nous toutes, nous connaissons au moins une personne qui a déjà eu dans sa maison un employé domestique mineur. Des fois, on ne le sait pas. Et des fois, en fait, on ne se rend pas compte. On ne sait pas vraiment que c'est quelque chose de méchant. Parce que je pense que les gens, ils voient plus, en fait, la rémunération, la petite rémunération. Parce que je pense qu'une fille de 15 ans, on la paye beaucoup moins qu'une fille de 30 ans. Mais aussi, il y a un autre côté, c'est les parents de ces enfants-là. Je pense que si les parents n'avaient pas accepté que leurs enfants viennent à Dakar pour chercher du travail, ils ne le feront pas. Par contre, on voit, dans notre secteur, on voit beaucoup de jeunes femmes qui quittent les villages pendant les vacances scolaires et qui viennent travailler. Je veux que les gens sachent que c'est pour une cause noble. Pour financer les études? Exactement, parce que dans notre société, nous recevons beaucoup de femmes qui nous disent, voilà, moi je travaille depuis l'âge de 13 ans. Et je leur dis, mais comment ça? Ils me disent, ah non, pendant les vacances scolaires. Oui, je peux même vous appuyer parce que c'est quelque chose quand même qui existe même en Europe, à partir en tout cas de 16 ans. Effectivement. Et ça s'appelle le job étudiant. Effectivement. Et même aux États-Unis, à l'âge de 14 ans, les adolescents commencent à travailler. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose s'il n'y a pas de l'exploitation. Je pense que c'est une cause noble lorsque la jeune femme, elle quitte son village pendant les vacances scolaires pour chercher du travail, pour pouvoir se payer ses études. Oui. Parce qu'elle est consciente que ses parents n'ont pas les moyens. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les parents, même s'ils travaillent, n'ont pas de retraite. Donc du coup, ne peuvent pas payer ces études-là. C'est une façon aussi de les responsabiliser. Effectivement. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal si elles sont bien payées et qu'elles ne sont pas exploitées, elles sont mises dans de bonnes conditions. Et le plus souvent, ce sont des personnes qui excellent dans les études. Exactement. Donc, moi, je ne vois pas de mal si elles travaillent que pendant les vacances scolaires. Par contre, je vois du mal si elles travaillent pendant les vacances scolaires parce que je pense qu'un enfant a sa place à l'école et pas au travail. Mais est-ce que vous veillez justement à ce que des personnes mineures, en tout cas, soient employées? Oui, non. Nous, dans notre société, nous recrutons que des gens au-delà de 20 ans. Donc 20 ans et plus. D'accord. Oui. Donc tout à l'heure aussi, vous avez vraiment expliqué vos activités et tout. Donc il me semble que c'est quelque chose d'assez innovant, en tout cas ici au Sénégal. Donc qui dit innovation parle forcément de difficultés. Bien sûr. Quelles sont forcément vos difficultés? La plus grande difficulté qu'on a eue dans le passé, qu'on a et je pense qu'on aura toujours, c'est les mentalités. Déjà, plein de gens ne comprennent pas pourquoi nous évoluons dans ce secteur. Moi, je suis ingénieure informatique et réseau de formation, donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais moi, je crois fortement au développement du pays, pas à mon développement personnel. Je pense que c'est bien beau de construire des routes, des aéroports, etc. C'est très bien. Mais si on construit des routes et qu'à côté, il y a 80% de la population qui est pauvre, la 80% de la population qui peut-être travaille, mais juste pour survivre, c'est pas bien. Donc, je pense que ce secteur, en fait, est utilisé par des millions de personnes au Sénégal et ce secteur n'est pas structuré. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, c'est le problème qu'on a. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens considèrent les femmes de ménage comme des bonnes, entre guillemets. Alors qu'elles sont vraiment beaucoup plus que ça. Voilà, alors qu'elles sont beaucoup plus que ça. Je peux vous raconter une anecdote. Un jour, quelqu'un a appelé pour bénéficier de nos services. Et bon, nous leur avons expliqué tous les bénéfices que nos employés ont. Elle m'a dit, mais tout ça pour une bonne. Et ça m'avait vraiment touchée. Et voilà, je ne trouve pas ça normal parce que cette femme, si elle est médecin, si elle n'avait pas cette bonne qu'elle dit chez elle pour s'occuper de sa maison et de ses enfants, elle ne pourrait pas être libre pour faire ses activités. Donc je pense qu'il est temps qu'on soit reconnaissant envers ces personnes-là. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vraiment les mentalités qui nous fatiguent. Et par rapport à cette reconnaissance, parce que souvent, elles sont livrées à elles-mêmes dans les maisons. Quand elles tombent malades, on est obligé de prendre de leur salaire pour vraiment les soigner. Donc du coup, comment est-ce que vous faites pour les protéger en ce sens? Donc nous, elles sont liées à nous directement. Donc lorsqu'elles tombent malades, c'est à un autre niveau. Nous cotisons pour elles. Donc du coup, elles pourront se soigner. Bon, ça n'a pas de rapport avec le client. Donc vraiment, parce qu'on ne peut pas forcer le client à faire quelque chose. Donc il y a quand même cette dimension humaine-là que vous mettez en avant. Effectivement. Parce que c'est des personnes. C'est des personnes nobles. La plupart des gens qui travaillent dans le secteur sont des femmes.
elles se battent pour leurs enfants. Elles auraient pu rester à la maison et dépendre de leur mari, ce qu'elles ne font pas. Donc, il est vraiment temps. Moi, je suis femme, je suis jeune femme. Et voilà, il est vraiment temps qu'on partage en fait ce qu'on a avec ces personnes-là. Et je peux vous dire que votre cause aussi est tout à fait noble. Merci beaucoup. Et nous passons bien sûr à la suite de Midi Actu. Côté éducation, bien sûr, beaucoup de Sénégalais se forment en Égypte, notamment dans le domaine scientifique. D'ailleurs, il y a même une université en Égypte qui porte le nom du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. J'ai décidé d'aller à l'université Senghor pour plusieurs raisons. Déjà pour le diplôme qui est délivré là-bas et la qualité des enseignements. La création de l'université Senghor a été décidée ici à Dakar. En 1990, on comprend aisément pourquoi il porte le nom de notre premier président qui, avec l'ancien président de l'Égypte, Boutros Boutros-Ghali, ont décidé ici à Dakar de créer une université francophone qui regrouperait tous les pays francophones. Le Sénégal est le deuxième pays africain bénéficiaire de la formation azharite, le Sénégal. Après quel pays? Après le Soudan. Le Soudan, c'est un voisin immédiat de l'Égypte. En termes, par exemple, de diplômes décernés par l'Université d'Al-Azhar aux étrangers, le Sénégal occupe la deuxième place après le Soudan. Les étudiants sénégalais en Égypte, ils constituent le deuxième pays à envoyer des étudiants étrangers à étudier à l'Azhar. On a à peu près 600 étudiants au Caire. Alors voilà, je pense que la semaine dernière, on a accueilli ici le président égyptien et on voit que justement en Égypte, il y a beaucoup de Sénégalais qui y vont. Les portes des universités égyptiennes, en tout cas, sont vraiment bien ouvertes pour les Sénégalais. Comment vous appréciez cela? Moi, je suis très heureuse de ça parce que je sais que chaque année, il y a des milliers de bacheliers qui n'arrivent pas à être à l'université parce qu'il n'y a pas de place. Donc, s'il y a un pays africain qui est prêt à recevoir ces étudiants-là, je pense que c'est une bonne chose. En plus, c'est près de la maison et je pense que ça revient beaucoup moins cher d'étudier, je pense, en Égypte que d'aller s'aventurer aux États-Unis, au Canada, etc. Tout à fait. Donc, être africain, se former en Afrique aussi, c'est une très, très bonne chose. Vous savez, le continent africain est considéré comme pauvre, sous-développé. On est pauvres séparément, mais je pense qu'on est riches ensemble. Donc, je pense qu'il est temps vraiment que les Africains soient solidaires entre eux. Et ça, c'est une très, très bonne initiative, D'ailleurs, je pense qu'ici, en tout cas au Sénégal, l'UCAD accueille pas mal d'étrangers. Effectivement. Donc, ça aussi, c'est une très bonne chose. Et juste pour terminer, donc, est-ce que vous aussi, dans tout ce que vous faites là, pour vraiment revaloriser ces personnes, le personnel de maison, est-ce que vous les encouragez aussi à se former? Parce qu'on sait que de plus en plus, ne serait-ce que pour l'encadrement des enfants à l'école, on a besoin de personnes qui soient capables quand même de s'exprimer en français. Est-ce qu'en ce sens aussi, parce que bon, on parle de déscolarisation, il faut quand même qu'il y ait un impact par rapport à ça, mais à côté de cette déscolarisation-là, est-ce que des actions sont menées pour quand même pouvoir avoir un certain niveau intellectuel? Donc, pour l'instant, elles reçoivent juste une formation, comme je vous l'ai dit, mais on a la perspective, en fait, de faire cela, de donner des cours de français, des cours d'écriture, etc. Parce que, comme vous l'avez dit, de plus en plus, les gens, en tout cas pour une nounou, maintenant, c'est obligatoire qu'elle sache lire et écrire pour donner les médicaments à l'enfant, pour tenir le carnet de bord. C'est très important parce qu'une maman, lorsqu'elle part au travail, c'est très bien qu'elle revienne à la maison et qu'elle lise ce que son enfant a fait de la journée. Donc, je pense que ça, c'est une chose qu'on pourra faire dans le futur. Pour l'instant, c'est pas quelque chose vraiment de très facile. Vous avez démarré depuis quand d'ailleurs? Nous avons démarré depuis 1 an et demi. D'accord. Juste 1 an et demi. Donc, je pense qu'on est encore un bébé, c'est une start-up. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on veut faire, mais des fois, les moyens ne suivent pas. Mais je pense que, voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Est-ce que vous avez un peu sollicité tout ce qui est ministère au Sénégal ou quoi? Oui, on est en rapport avec le ministère de la Femme, avec ONU Femmes aussi, qui nous ont pour l'instant bien soutenus, mais on aimerait encore beaucoup plus de soutien, notamment du ministère du Travail, parce que nous, on ne travaille pas sous une convention, en fait. Enfin, il y a la convention collective des gens de maison, mais notre activité
il n'y a pas de convention. Récemment, il y a eu la convention des gardiens, donc des sociétés de gardiennage. On aimerait bien que ça se passe avec nous, mais évidemment, je sais que ça va être un peu difficile parce qu'on est la première société. Difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Donc, on aimerait vraiment que les choses s'accélèrent de ce côté-là, parce que ça, c'est un excellent créneau. Dans chaque maison où vous entrez, en tout cas à Dakar, il y a au moins un employé de maison. Tout à fait. Donc, ça devient des millions de personnes, en fait, qui travaillent. Il faut qu'il y ait quelque chose, en fait, une structure derrière ces personnes-là. Donc, vraiment, il est vraiment temps que le gouvernement fasse quelque chose par rapport à ça. Très bien. Un dernier mot? Voilà, je suis très contente d'être là. Et voilà, moi, j'encourage tous les jeunes de mon âge, pas à entreprendre seulement, même s'ils travaillent, à penser aux autres. Donc, le développement d'un pays ne se fait pas individuellement, mais ensemble. Comme on parlait tout à l'heure des gens qui allaient étudier en Égypte, allez étudier autre part, mais surtout revenez. Il faut vraiment éviter le brain drain. Revenez et instaurez tout ce que vous avez appris à l'extérieur ici, parce que voilà, c'est ensemble qu'on devient fort. Très bien. Ces belles paroles, c'est sur ces belles paroles que je vais vous remercier et vous dire que vous pouvez revenir quand vous le souhaitez ici dans Midi Actu. J'espère revenir aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc Fatou Diop, jeune entrepreneur. Elle est aussi manager de Kalinounou et c'est la fin de votre magazine Midi Actu, bien sûr, qui revient demain à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2, que vous pouvez retrouver sur le bouquet canal, la chaîne 215 et TNT, la chaîne 5. On se quitte avec la météo du jour. Très bonne suite des programmes sur la RTS2. Au revoir. Nationale, le nombre des députés